Oh oui, mes amis, un début de TLR Reviews classique pour une semaine chargée. Oh oui, cette fois-ci nous attaquons AEW Dynamite du 18 septembre 2024 en direct de Wilkes Bar en Pennsylvanie. Alors déjà tout de suite dès le début de ce show, deux commentaires. J'aimerais sincèrement savoir pourquoi la AEW organise des shows et notamment des enregistrements télé très souvent dans des petites villes, en tout cas des villes dont je n'ai jamais entendu parler. That is the question, c'est la question. Alors je me pose sincèrement l'interrogation parce que je me dis, est-ce que c'est parce que dans ces petites villes, peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de voir souvent des gros divertissements qui viennent leur rendre visite, comme Undertaker en parlait récemment dans un podcast que j'ai regardé en partie, c'était avec Kane, justement. Oui, j'ai pas fini de le regarder, il faut que je le regarde. D'ailleurs, il y a aussi une autre interview qu'il faut que je regarde, une interview de Dwayne The Rock Johnson avec PBD, Patrick Bet-David de Valuetainment. Bref, c'est chargé ce que je dois regarder, mais la chaîne me prend tellement de temps et ça ne me déplaît absolument pas que j'ai laissé beaucoup de choses de côté. Bref, tout ça pour dire, premier la vidéo, Undertaker expliquait, avec Kane notamment, que dans les grandes heures du catch dans les années 90, eh bien en fait, il préférait littéralement aller faire des shows dans les petites villes, les toutes petites villes qui n'avaient pas l'habitude de voir des grandes compétitions de hockey, de baseball, les grands concerts de chanteurs célèbres. Pourquoi ? Parce que les gens étaient tellement affamés de divertissement, affamés de spectacle, que l'ambiance était souvent de folie et les gens étaient carrément, c'était déjà des petits gymnases, des petites salles, et les gens étaient littéralement sur vous. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que en effet, c'était quand c'était la semaine dernière, samedi, j'en ai déjà parlé dans une des reviews, ça je le sais, mais on a fait un show à Pescara, c'était un Comic Con. C'était en extérieur, mais les gens étaient tellement près du ring et il y avait au moins 400-500 personnes amassées au bord du ring. Et c'était un Comic-Con, donc les gens étaient là pour s'amuser, pour faire la fête, mais à la base, dans ce genre d'événement, on ne sait pas trop, est-ce qu'il va y avoir des fans de catch, est-ce que ça va être surtout des fans de comics ou de manga, de bande dessinée. Et ben là, franchement, c'était quasiment que des fans de catch. Ils connaissaient tous les principes et tous les codes du catch, notamment les codes qu'il y a entre la foule et les catcheurs, la foule qui s'implique énergétiquement dans les matchs et émotionnellement, et franchement c'était top. Et je me suis dit, parce qu'on a fait un super main event encore avec Fabio Ferrari, avec moi en French Stallion étalon français, et lui en héros babyface italien local. Et après coup je me dis, mais waouh, ça c'est en fait, j'allais dire, c'est pour ça que je fais du catch. C'est pour des soirées comme ça, des soirées où la foule est à fond dans tout ce qu'on fait, on s'amuse, la foule est à fond dedans, tout le monde s'amuse, on sort du match pas blessé, ça aussi c'est très important. Et franchement c'était super. Et donc j'ai totalement connecté avec Kane et Undertaker qui partageaient donc dans ce podcast que ils préféraient, en tout cas à l'époque, faire des petites villes. Parce que oui, c'est super de catcher devant 70 000 personnes, mais l'ambiance est différente. Alors attention, moi je peux pas dire que j'ai fait 70 000 personnes. Le maximum que j'ai jamais fait, c'était... Bon, à Backlash, il y avait 12-13 000, même si c'était pas vraiment un match à part entière, mais franchement, croyez-moi, je sais pas ça par contre si je l'ai déjà partagé. Je sais pas si je ferai une hashtag TLR Stories sur Backlash. L'expérience à Backlash à Lyon. Mais en tout cas, je vais juste dire ça pour l'instant. L'ambiance, quand on était dans le ring, c'était un truc de ouf. C'était comme un chaudron. C'était waouh. Ça, je sais que je l'ai dit. J'aurais aimé pouvoir profiter un peu plus du moment, avoir un peu plus de temps dans le ring pour vraiment, comme on dit en anglais, soak in, c'est-à-dire sentir en soi, aspirer cette énergie de la foule démente qu'il y avait à Lyon. Donc respect encore à vous les fans français, parce que là vous avez assuré, hein. Vous avez changé l'histoire du business, vous avez marqué le business pour toujours à la WWE, ça c'est pour... That is for sure, c'est pour sûr. Et donc c'est peut-être la plus grosse foule que j'avais faite, parce que après non, j'avais pas catché à WrestleMania 30, j'avais fait Access, mais j'avais pas été devant la foule à WrestleMania 30. Ouais, je pense que Backlash, c'était peut-être la plus grosse foule devant laquelle j'étais dans le ring. Parce que même à SmackDown que j'avais fait à Liverpool, je pense pas qu'il y avait autant qu'à
qu'à Lyon. En tout cas, c'était pas sold out. Donc, il devait peut-être y avoir 8-10 000 personnes, alors qu'à Lyon, c'était 12, 11 ou 13 000, je sais plus. Donc, bref, oh oui, bel esprit. Bon, j'ai jamais fait 70 000 personnes, mais voilà, Kane et Undertaker disaient non, eux, ils adoraient les petites villes. Et donc, est-ce que c'est pour ça que hier soir, AEW Dynamite était enregistré, était broadcasté, était diffusé sur les ondes depuis Wilkes-Barre, Pennsylvanie? On sait pas. On saura peut-être jamais. En tous les cas, deuxième petit commentaire dès le début du show. Alors là, ils m'ont fait rêver. C'est très intéressant de voir les petites séquences des catcheurs qui arrivent dans les vestiaires. On a vu le BCC, le Blackpool Combat Club, et Darby Allin qui arrive à l'arène dès le début du show en mode WWE. Est-ce que la AEW s'inspire de la WWE? C'est ce que nous allons voir. Bref, en attendant, c'était AEW Dynamite que j'ai trouvé très agréable à regarder, mais très différent de ce qu'on peut voir à la WWE. Voyons cela en détail. On commence direct avec un singles match entre Orange Cassidy et Chris Jericho. Un match qui commence à 300 à l'heure. Alors, pour la petite histoire, c'est Orange Cassidy qui avait foutu en l'air une veste de Chris Jericho en déversant dessus des litres et des litres de jus d'orange, Orange Cassidy, de jus d'orange pressé. Et donc c'est un match qui a été construit pendant plusieurs semaines, même plusieurs années, si je dis pas de bêtises, où Chris Jericho veut se faire rembourser sa veste. Voilà pour la petite histoire. Dans tous les cas, c'est le premier match et ça commence à 300 à l'heure. Il y a de belles actions et c'est ce que j'ai beaucoup aimé et ça m'a fait repenser à des leçons que j'avais apprises déjà à l'époque à la WS, la Wrestling Stars, quand je travaillais de façon très proche avec le promoteur, où les mariages ce qu'on appelle en catch, c'est-à-dire les alliances qu'on fait entre deux catcheurs, quand on les met sur une carte ensemble dans un match, c'est très 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 important. Il faut que l'un comme l'autre puisse à la fois supporter les faiblesses de l'autre, mais aussi renforcer ses points forts. Là, qu'est-ce qu'on a? On a dans ce match un Orange Cassidy qui apporte l'énergie et la fougue de la jeunesse, et Jericho amène le star power. Donc dans tous les cas, on est garanti d'avoir une bonne énergie de la foule. Encore une fois, Jericho est là, la foule va réagir quoi qu'il arrive. Mais Jericho, à 53 ans quand même, va pas nous sortir un match de calibre... alors je vais pas juger en étoile parce que je déteste cette façon de gérer les matchs, d'évaluer les matchs, mais il va pas nous sortir un match comme il en sortait quand il avait 20 ou 25 ans. Donc tout ça pour dire, deuxième de la vidéo, oh oui, on tient les comptes. Orange Cassidy, lui, c'est son rôle de mettre de la vie et de faire des actions, de belles actions. Et donc, franchement, le mariage était top, surtout pour un opener. Alors, par contre, là où ils m'ont fait rêver, c'est qu'ils ont fait au moins 20 minutes de match. Alors, 20 minutes de match pour Chris Jericho, comme je le dis, à 53 ans. Je suis allé voir sur Wikipédia, oh oui. Respect total pour son catch et sa condition physique. Ses chutes sont toujours propres, il fait toujours le Lion Salt. Il a quasiment pas de limitation dans le ring. Non, franchement, parce que tout ce qu'il fait, c'est bien, c'est propre. Et il a même la force de rattraper Cassidy quand il saute, le rattraper dans les airs. Non, franchement, bel esprit. Bon, après, bien évidemment, il a pas un physique à la Billy Gunn. Ça, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui vont l'avoir à l'âge de Billy Gunn. Même si je vais essayer. Oh oui, on verra bien si j'arriverai. Mais, respect quand même total à Chris Jericho. J'ai un truc, par contre, que j'ai pas compris dans le match aussi, il faut m'expliquer. Un passage, à un moment, il y a Jericho qui fait un belly to back suplex à Orange Cassidy qui passe à travers une table. Il n'y a pas de disqualification. Alors parce qu'il me semble pas avoir lu que c'était un match sans disqualification. D'autant plus que Cassidy gagne le match en utilisant le point américain que Jericho voulait utiliser dans le dos de l'arbitre. Donc forcément, c'est sûrement un match sans où les disqualifications étaient possibles. Donc pourquoi on n'a pas disqualifié Jericho qui fait passer Cassidy à travers une table? Je sais pas, on ne saura jamais vu que le show est terminé. Et c'était donc un bon opener d'une vingtaine de minutes avec beaucoup de faux finish et de dégagement à 2,99. Oh oui, bel esprit. Le show commence sur des chapeaux de roue et c'est encore une fois une belle petite différence de style avec ce qu'on peut voir de l'autre côté, à la concurrence, si on peut appeler ça comme ça, la WWE, où très souvent le Star Power est réservé pour les moments importants du show, c'est-à-dire le tournant de l'heure, 9h et 22h et la fin du show. Suite à ça, nous avons deux petites backstage promo interviews avec le BCC et Utah Wheeler. Alors Utah semble hésiter à vouloir défendre le titre champion trio à Grand Slam, qui est la semaine prochaine si je dis pas de bêtises, avec le Blackpool Combat Club suite à leur attaque sur Bryan Danielson parce qu'il est toujours fidèle à son ami. Voilà, donc c'est intéressant comme storyline, mais par contre on n'a toujours pas de réelle explication sur cette attaque, enfin sur pourquoi Moxley a attaqué aussi violemment et a tourné le dos à Bryan Danielson, chaque fois je veux dire Daniel Bryan, ou à moins qu'il l'ait fait à collision. Alors là je plaide coupable mes amis, mais
Wow, en fait, oui, je ne fais pour l'instant plus les reviews de Collision. Je l'ai jamais fait de Rampage. Mais en fait, le truc, c'est que, j'allais dire, j'apprécie tellement, non seulement faire vivre la chaîne, et faire les reviews et re-regarder, étudier le business, que il y a une part de moi qui me dit regarde Collision, fais-la. Je sais pas, je vais voir. Parce que même, il y en a plusieurs qui m'ont demandé est-ce que tu vas faire NXT et tout. Je dis ouais, mais les gars, je l'ai fait déjà 2 fois NXT, vous avez pas vu. Et fait, alors soit ils me disent non, j'ai pas vu, ils me font ouais, mais c'est bien aussi parce qu'on voit beaucoup de choses qu'on ne voit pas à Raw ou à SmackDown. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce qui est bien au moins, franchement, dans cette chaîne, et je le redirai toujours, merci pour d'être là, merci pour votre soutien, merci pour tout en fait. Et d'ailleurs, pas que la chaîne YouTube, hein, parce que maintenant, comme vous le voyez, là, voilà, vous le voyez pas, attendez, je vais le lever, hop, 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 hop. Voilà, un petit micro. Parce que je poste sur Spotify également. Oh oui, oh oui. Et là, maintenant, je vais tester le son avec un micro. Micro que j'ai utilisé d'ailleurs hier pour commenter un show HCP. HCP Ambition 3, tout seul. 1h30 de show commenté tout seul. Et je peux vous dire, c'est pas facile. J'avais même proposé à la team HCP et ceux qui gèrent TPW Premium, excusez-moi, la vôtre, j'leur avais même proposé de faire les shows héritage HCP seul. 2h30 de show, et franchement, je sens pas de les commenter seul. Il faut que je regarde combien de temps il commentait seul Joey Styles à la ECW. Mais le niveau d'énergie que ça vous demande. Parce que vous savez, regardez, c'est parfait que je parle de ça. Parce que, alors pas ce soir, mais demain soir, vous allez donc avoir une autre vidéo de French Wrestling Beast, Guillaume Lepers et moi-même qui commentons ICWA Révolution 14, qui est disponible en exclu sur le TPW Premium, et vous allez avoir un bon 40 minutes, presque 3/4 d'heure de commentaires, et vous allez vous taper des barres. Parce qu'en fait, ce show, c'est vraiment le show où on a commencé à se trouver avec Guillaume, et quand je dis se trouver, c'est qu'on a commencé à se vanner non-stop. Et tout en commentant les matchs, en les faisant mousser. Et franchement, je pense que vous allez vraiment vous taper des barres. De toute façon, moi, je vais le re-regarder, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, la vidéo, mais c'est énorme. Franchement, c'est énorme, vous allez voir, vous allez vraiment rigoler, et tout ça pour dire. Donc, ouais, Joey Styles, je sais pas combien de temps duraient les pay-per-view ECW qui commentait tout seul, mais je crois bien au moins 3 heures. Et ben là, un respect légendaire pour ce gars-là, parce que hier, après 1h30, j'étais complètement lessivé. Et pourtant, oui, j'avais mon monster, d'ailleurs la moitié de ce monster que je termine aujourd'hui pour la hashtag TLR Reviews d'AEW Dynamite, mais ouais, j'étais lessivé. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, les amis, et c'est pour ça que je vous redis, vous pouvez pas vous permettre de donner un avis en tant que soi-disant expert si vous n'avez pas fait la chose vous-même. Et là, maintenant que je commente des shows, et je parle des vrais shows de catch, je mets pas une vidéo sur YouTube que je m'amuse à commenter. Non, là, je fais des commentaires et je me dis, Tom, c'est qu'une chance. Parce que tu peux pas commenter un show et au bout d'1h10 te planter et dire ah bah tiens je vais recommencer pour reprendre. Non, ça c'est pas professionnel, tu fais tout d'un trait. Et ce qu'il y a le plus dur dans les commentaires, et c'est pour ça que voilà, des mecs comme Christophe Ajus, Chéreau, bon je sais qu'ils sont en tandem. En tandem, dans un sens, c'est quand même un peu plus facile parce que on vend l'énergie de l'autre, on s'adapte à l'autre, et l'autre, s'il sent que t'es fatigué, il va prendre le relais, et vice versa. C'est ce qu'on fait avec Beast, dans tous les cas, aux commentaires. Mais là, quand on est tout seul, les amis, non seulement c'est sans filet, mais c'est en plus que le plus dur, franchement, vous savez, c'est quoi? C'est d'être articulé, d'avoir vraiment, de pas mâcher ses mots, de pas avoir la langue qui fourche, et vraiment de pouvoir. Il faut utiliser tous les muscles de la bouche. Alors peut-être pour ceux qui ont des métiers dans lesquels ils doivent parler en public ou ils doivent parler beaucoup, vous voyez de quoi je parle, mais quand on commente, il faut vraiment bien articuler et vraiment pas mâcher ses mots, pas buter sur un mot, pas se répéter, pas bégayer, parce que sinon vous avez l'air d'un imbécile. Et c'est super dur quand vous avez qu'une chance, qu'il n'y a pas de coupe, on reprend, non, et que, en plus de ça, vous devez suivre l'action, vous devez vous souvenir des noms des catcheurs, des noms des prises, de l'histoire que vous racontez, de vendre le truc, parce qu'après, là aussi, c'est ça qui est important, et c'est ça, pareil, depuis que je comprends totalement pourquoi à l'époque on disait oui mais Vince McMahon ne veut pas de commentateurs de catch, il veut des gens qui racontent des histoires. Parce qu'il y a une différence entre dire à l'écran regardez quelle belle prise de contact, il lui prend la tête, il l'amène au sol, il se relève, il part dans les cordes, waouh, un coup de bélier, boum, il tente de tomber, il se dégage, non, il repart dans les cordes, drop down, leapfrog, il lui place un magnifique déhanché Iptos, suivi d'un dropkick, et l'adversaire sort du ring, il refuse le combat. Il y a une différence entre dire ça et dire quelle belle prise de contact, on voit qu'il met toute sa vie en jeu, toute sa carrière est en jeu dans ce match et ça se traduit dans cette prise de contact et dans la
puissance avec laquelle il amène l'adversaire au sol sur cette prise de tête, on sent vraiment qu'il veut devenir champion. Parce que si ce soir, il devient champion, il changera sa vie, il augmentera le montant d'argent sur son compte en banque. Tout simplement, il pourra offrir à toute sa famille une maison. Et on le voit très bien, il est motivé et il vient d'éjecter son adversaire à l'extérieur du ring suite à ce magnifique dropkick qu'il a dû travailler pendant des mois parce qu'il sait que sa chance pour le titre, c'est ce soir et pas une autre nuit. Voilà, vous voyez la différence entre on appelle juste du catch, on commande juste des prises de catch et on revend une histoire, on vend tout ce qu'il y a en jeu dans un match. Oh oui, Tom Larufa qui improvise des commentaires pour vous. Et bref, tout ça pour dire, je sais même plus pourquoi j'en étais arrivé à parler de ça. Oui, donc tout ça pour dire, semaine chargée de ouf. Donc hier, j'ai commenté le show tout seul, Ambition 3, et donc je leur ai dit non, 2h30 je vais pas tenir. 1h30 c'est vraiment limite, seul. Parce que je fais aussi les Rage, les TPW Tigers Pro Wrestling Rage, qui est la marque des shows pour les catcheurs débutants, on va dire, à la TPW. Et là, ça va, c'est des shows de 45 minutes. Donc je fais 45 minutes, je me repose 5-10 minutes, je refais un autre, et là, voilà. Là, hier, c'est 1h30. 1h30, c'est vraiment intense. Bref, tout ça pour dire. Ouais, donc peut-être qu'à Collision, reprenons le fil de la #TaylorReviews d'AOW Dynamite. En direct de, bon, j'ai déjà oublié le nom de la ville, mais je sais que c'est en Pennsylvanie. Peut-être qu'à Collision, ou même à Rampage, ça m'étonnerait, mais à Collision, ils ont commencé à expliquer pourquoi le BCC s'est attaqué aussi violemment à Danielson. Parce que je sais, ils ont dit oui, on avait marre que tu sois un babyface et tout, mais bon, il y a tellement de zones d'ombre, pourquoi autant de violence? Pourquoi aussi, il a dit, ce n'est plus ta compagnie à Tony Schiavone? Bref, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été, je trouve, justifiées. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être ça a été justifié ailleurs, ou peut-être c'est moi qui ai mal compris. Bref, dites-le moi dans les commentaires si jamais je me trompe, parce que là aussi, bel esprit, les amis, quand vous me corrigez sur des erreurs que je dis dans les reviews, aucun problème. Je suis le premier à le reconnaître quand je dis une bêtise. Donc en parlant de dire des bêtises, continuons la review. Et suite à ça, nous avons un singles match entre Hook et JD Inc. qui était vraisemblablement un enhancement talent, c'est-à-dire un talent qui va mettre en avant un catcheur déjà établi. Un jobber, tout simplement, dans un squash match. Hook gagne avec beaucoup de souplesse et il finit le match rapidement avec une soumission. Bon, là, en toute franchise, j'en ai déjà parlé. Hook n'a pas le physique d'un mec qui doit faire 50 000 souplesses. Son père, oui, c'était une petite barrique, c'était Taz, c'était une souplesse machine. Hook, ok, t'es le fils de Taz, frérot, mais là, tu ressembles à un boxeur qui fait de la boxe taille. Donc, non, t'as pas le physique d'un mec qui fait de la souplesse. Tu me vendrais l'histoire que t'es un boxeur qui donne des coups de pied, des coups de poing et que tu t'entraînes à donner des coups de pied, des coups de tibia sur un poteau en béton dans les vestiaires. Là oui j'y crois parce que t'as exactement ce look. Et hook, encore une fois, ça veut dire crochet, donc ça a un rapport avec la boxe. Là mec, tu commences à faire 50 000 souplesses. Non, là je sais pas si c'est, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient des producteurs, ça vient des agents qui veulent que t'aies ce style, ou alors c'est toi qui choisis de l'avoir. Le premier du show, il va y en avoir quelques-uns quand même, mais il en faut pour tous les goûts, comme le dit le titre de la vidéo. Oh oui, oh oui, oh oui. Et suite à ce match, donc petit accrochage verbal avec Roderick Strong qui était à la table des commentateurs, donc la feud évolue, si je dis pas de bêtises, ils s'affronteront la semaine prochaine à Grand Slam. On enchaîne avec un tag team match féminin entre Serena Deb et Maria May en équipe contre Queen Aminata et Yuka Sakazaki. Alors, déjà, ça faisait beaucoup plaisir de revoir à la télé Serena Deeb qui était au grand show des arènes de Béziers en juillet dernier. Franchement, elle était vraiment très gentille et c'est une excellente catcheuse et c'était très agréable de la voir en action sur ce AEW Dynamite. C'était quelque chose que je voulais voir depuis pas mal de temps. Alors, bon début de match entre Yuka et justement donc Serena et de bons enchaînements de lutte. Oh oui, oui, vous savez que quand ça arrive, c'est ce qui me plaît. Oh oui, oui, le catch, c'est de la lutte. J'en reparle un peu plus tard. Et là, on voit toute l'expérience de Serena Deeb qui guide, gère et donne le rythme du match aux catcheuses qui sont plus jeunes, notamment Yuka et Queen Aminata. Et c'est ça en fait. Alors, c'est dur, j'allais dire, de vous l'expliquer dans les détails, parce qu'il faudrait regarder le match et mettre arrêt sur image à chaque fois pour l'expliquer. Je vous dis la vibe générale du truc. Serena Deeb, c'est une ring leader, c'est une coach, c'est une meuf qui a des décennies d'expérience et ça se voit dans son catch. Ça se voit par le rythme qu'elle donne, les positionnements et la façon dont le match est construit. Ça oui, c'est aussi très important. On sent la patte d'une
vétéran des rings. Ça se dit vétéran ou vétérane? Je sais pas, bon, vétéran des rings. Et ça, c'est bel esprit. Et d'ailleurs, donc, en parlant d'arrêt sur image, mes amis, là, je vous l'annonce, alors je vous reconfirmerai, parce que là, cette semaine, donc demain, il y a la vidéo de les commentaires, après, il y aura la review de SmackDown, mais ce week-end, c'est parti, je filme les TLR AM, TLR analyse de match. Oh oui, oh oui, et ça, je m'en bats les steaks. Oh oui, oui, je m'en bats les steaks. Je vais en filmer 4, 5, 6 d'affilée. Et alors, j'attends, je vous expliquerai le concept du truc, mais ça va être un truc de taré. Alex d'Horizon Wrestling, respect frérot, tu m'aides énormément. Il me fait un petit fond, il me prépare un petit fond où il va y avoir une télé, je vais incruster dans la télé la vidéo du match. Moi je mettrai un écran vert en bas, on va commenter, je mettrai arrêt sur image et là vous comprendrez vraiment. Alors, je vous l'annonce direct, je vais me défoncer. Quand je dis je vais me défoncer, je sens que je vais me critiquer moi-même de l'époque. Parce qu'on va commencer, je pense, avec les matchs les plus tôt que j'ai. Ça va être des matchs de 2000. J'en ai peut-être de 2008. Si j'en ai de 2008, ça va faire mal. Même moi, je vais avoir honte, mais c'est pas grave. Je vous jure que je mettrai tous les matchs. Même, j'allais dire, entre guillemets, les plus nazes. Hey, moi, vous savez, dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Et donc, vous vivrez pas les débuts de ma carrière, peut-être, oui. De toute façon, c'est clair et net. Je le ferai aussi pour mon tout premier match. Hein. Ça, il est en vidéo, je sais où, sur Internet. Est-ce qu'il est en public? Je sais pas, il faudra que je vois. Mais je sais qu'il est en vidéo sur Internet. Lui aussi, on va se le taper, le premier match. Le tout premier match que j'ai fait le 29 décembre 2006 à Lethbridge, en Alberta, au Canada. Oh oui, oh oui. Ça, on va se le regarder. Mais dans tous les cas, dans ce format de vidéo, franchement, alors, je sais pas si ça va parler à tous les fans de la chaîne, tous ceux qui suivent la chaîne. Dites-le moi sincèrement dans les commentaires. Même si, alors, si vous regardez la review jusque-là et que vous avez la force de taper un commentaire, dites-moi présent ou dites-moi +1 si vous allez être intéressé par ce genre de match de Tom Laruffa où j'analyse tout arrêt sur image. Parce qu'en fait, je vais faire ces matchs-là, je vais en faire 5-6 au moins de l'époque WS. Pour avoir quelques reps avant de filmer la version définitive de la TLR Stories numéro 2 où je le ferai pour le match de TakeOver. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus intelligent de faire comme ça, c'est-à-dire on va en faire quelques-uns, comme ça là je me chauffe et je maîtrise le concept, et là après, une fois que je suis chaud, comme un retour de blessure ou comme un début d'entraînement, une fois que je suis chaud, que l'échauffement est terminé, boum, on attaque le gros morceau et ça sera la hashtag TLR Stories 2 sur l'analyse du match de TakeOver. Parce que je vous dis, je l'ai déjà fait, ça rend pas mal, mais là maintenant je veux... Comme là, avec les TLR Reviews, j'en suis à l'épisode 32 peut-être, si je dis pas de bêtises. Les TLR Reviews, yo, le flow, vous le sentez, il est de plus en plus là. Oh oui, la personnalité. Bon, la personnalité a toujours été là quand même, faut pas... on va pas se mentir. Le look aussi, oh oui, les magnifiques peintures derrière, si vous regardez sur YouTube, si vous écoutez sur Spotify, mes amis, allez sur YouTube, chaîne Tom Laruffa, oh oui, n'oubliez pas de suivre, liker, commenter et partager, oh oui. Et voilà, donc franchement, je vous l'ai dit, il y a du gros qui arrive sur la chaîne. Il y en aura encore du plus gros sur TikTok. Et franchement, c'est un truc de ouf. Quand ma créativité est là, c'est waouh. Ouh, j'en ai presque des frissons. Presque des frissons. Et j'avais presque des frissons pour ce match en équipe qui partait très très bien, avec de belles actions, jusqu'à ce que Mariamé décide de se faire disqualifier et d'attaquer Yuka avec la ceinture de championne AEW, parce qu'apparemment je crois qu'elle va l'affronter, si j'ai pas de bêtises, à Grand Slam. Il m'a semblé voir le visuel sur Facebook tout à l'heure, sur le Facebook de la AEW. Donc, bon, j'allais dire c'est logique, parce que bon, les weekly shows, les shows hebdomadaires, c'est là pour faire avancer et vendre les gros matchs qui arrivent plus tard. Donc, oh oui, en tout cas on a vu un bon catch, on a vu un bon petit match. Oh oui, bel esprit, j'aime beaucoup Queen Aminata, je l'ai déjà dit. Je pense qu'elle a un gros potentiel et que petit à petit ils vont la construire pour vraiment commencer à la pusher. Franchement, bel esprit et très très joli corps également. Très jolie demoiselle. En parlant de très jolie demoiselle, nous avons suite à ça une petite promo de Mina Shirakawa. Il faut que je me concentre pour lire les noms japonais parce que j'allais dire, ça me fait toujours délirer les noms japonais parce que on a l'impression qu'ils se ressemblent beaucoup, mais en fait il y a quand même pas mal de différences. Et donc une petite promo où on voit la très jolie Mina Shirakawa qui entretient sa feud, son histoire avec Maria May, je crois qu'elle était aussi dans le groupe avec Tony Storm, et qui dit je sais que tu veux me revoir, je vais revenir. Alors moi j'ai juste mis un petit commentaire, oui, je veux bien aussi moi que tu reviennes, parce que quand même c'est une catcheuse très très attirante, et tellement attirante que ça fait aboyer Petit Sparrow, le petit Jack Russell qui aboie dès que quelqu'un veut sortir de la maison. Oh oui, ou quelqu'un veut rentrer, ou qu'il y a du bruit derrière la porte. Bref, ensuite, nous avons suite à ça une promo
sur la feud entre Bryan Danielson et Nigel McGuinness. Alors là, franchement, bel esprit parce que la promo était courte, mais ils ont joué sur l'histoire, ils ont joué sur le fait qu'en 2006, ils avaient commencé à s'affronter à la ROH, et ça, c'est énorme, parce qu'en 2006, moi je commençais à m'entraîner chez Lance Storm. Donc c'est pour vous dire que à l'époque, moi je regardais quand même beaucoup ce qui se faisait sur l'Indies, donc c'est une feud dont je me souviens, et surtout c'est deux noms que je regardais, que j'étudiais quand je commençais le catch. C'est pour ça que moi cette feud, elle a quand même une saveur spéciale. Et franchement, c'est une grosse feud. Et c'est ça qui me fait délirer. À la EW, on en a déjà parlé, mais là, on en a pris plein la gueule. Dans ce Dynamite. C'est qu'en plein milieu de l'histoire entre le BCC et Bryan Danielson, on a cette feud entre Bryan Danielson et Nigel McGuinness qui arrive. C'est comme si... Alors, j'essaie toujours de prendre du recul et de me mettre au-dessus de la situation. En fait, c'est comme si tout se rassemblait contre Bryan Danielson et que le pauvre petit gars, il avait tout qui lui arrivait dans la gueule à un moment où il a dit que ma carrière est en jeu et que dès que je perds un match, dès que je perds le titre à EW, j'arrête ma carrière. C'est intéressant. C'est très intéressant. C'est un format différent de construction de storyline qu'on peut voir à la WWE, ça c'est sûr. Mais c'est même un peu plus réaliste parce qu'en général, faut pas se voiler la face. Dans la vie, quand il nous arrive des emmerdes, ça arrive rarement seul. Et vice versa. Quand les bonnes choses arrivent, elles arrêtent pas d'arriver. Et donc, franchement, c'est super. De mon point de vue, c'est très intéressant à voir et à expérimenter comme façon de booker et surtout façon de vivre le produit. Oh oui, oh oui. Suite à cela, nous avons, justement, en parlant de direction qui porte dans tous les sens, un segment entre le Blackpool Combat Club, BCC et Private Party qui s'était fait attaquer la semaine dernière. Donc en payback, Private Party attaque le Blackpool Combat Club qui faisait une promo dans le ring. Là, franchement, j'ai beaucoup aimé que je commence à sentir la vibe de ce nouveau BCC. C'est vraiment des heels qui ont de bonnes attitudes et il n'y a rien chez eux qu'on puisse vraiment aimer. Ils ont des looks maintenant sobres, à part la force de Cesaro, la force de Claudio et le charisme et l'intensité de Jon Moxley. Il y a rien qu'on aime chez eux. Ils tirent la gueule, ils sourient pas, ils parlent très peu. Et surtout, alors là, bel esprit, surtout comparé au fait d'avoir utilisé un sac en plastique la dernière fois sur Bryan Danielson, c'était quand même un peu hardcore, mais bon, encore une fois, vu ce qu'on voit dans les films, vu ce qu'on voit dans les séries télé, ça va, hein, je veux dire, c'est pas non plus la fin du monde. Jon Moxley détruit le genou d'un des deux gars de Private Party, j'ai même pas retenu les noms, avec un marteau. Et ça, franchement, c'est solide, j'aime bien, parce que c'est pas ultra, on va dire, violent, mais ça passe beaucoup plus. Franchement, bel esprit, c'est vraiment un truc de heel. Oh oui, j'ai kiffé. Darby Allin vient s'en mêler. Et là, pareil, ça mélange tout. Ça mélange les storylines entre le BCC, Bryan Danielson, BCC, Private Party, BCC, Darby Allin. Oh oui, bel esprit. Par contre, comme je dis, moi, j'attends toujours de vraies justifications sur les raisons de leur attaque sur Danielson et la signification de This is not your company anymore. Est-ce qu'on va les avoir? J'allais dire, je commence vraiment à me poser des questions maintenant parce que, je le dis, à force de regarder AEW, je commence à capter la vibe du truc, et la vibration énergétique du produit. Et je commence à comprendre aussi les critiques des gens qui disent oui, mais les storylines ne sont pas suivies, elles ne sont pas respectées. On en reparlera en conclusion, mais c'est pas une raison pour discréditer tout le produit, parce que quand même, le produit reste bon et surtout, on en a beaucoup besoin, croyez-moi. Alors, de choses dont on a besoin, il y en a pas mal, et de choses dont on a légèrement moins besoin, il y en a aussi. Alors, sans transition, mais avec un peu de relation avec ce que je viens de dire, le match suivant était un singles match entre Ricochet et The Beast, Mortos. Mes amis, bon, je vais être modéré dans mes propos. Parce que je sais quand même qu'il y a des amateurs de haricots sauteurs sur la chaîne. Mais, voilà, allez, je vais y aller mollo, mais je vais vous dire sincèrement comment j'ai ressenti ce match et comment elles sont venues. Alors attention, je vous le dis tout de suite, c'était un gros match dans le sens, il y a eu beaucoup de prouesses athlétiques. Mais c'est pas ça le catch. Voyons, en détail. Alors, déjà, superbe tenue de Mortos. J'adore ce genre de look. Parce que c'est pas juste tenue de catch. C'est un mec qui vit son perso. Le masque est magnifique. Il a le maquillage sous masque. Il a même des lentilles. La tenue, c'est du cuir. Yo, brother, c'est top. Ça, c'est une tenue de catch pour moi. Ça, c'est... En fait, c'est le truc...
On sent que le mec il vit son perso et ça c'est bel esprit. C'est pas juste du spandex brillant, c'est pas juste du lycra pailleté ou du lycra sur mesure. Non, le mec c'est littéralement une tenue de film qu'il a. Et si vous regardez bien, moi la plupart du temps mes personnages c'est ça. Pas trop quand je fais le French Stallion parce que le French Stallion est justement plus un catcheur à proprement dit, mais que ce soit le Spartiate, que ce soit à l'époque quand je faisais la vibe Kratos en mode viking de mon toujours personnage de guerrier antique. Yo, ma tenue de viking là, de Kratos dans God of War 4, où j'avais l'épaulière en cuir, c'était du vrai cuir, c'était une vraie tenue en cuir d'ailleurs qui mettait 20 ans à sécher. Ma tenue de Spartiate, le casque, l'épée, la cape en velours, et la tenue, bon la tenue ça reste une tenue faite sur mesure, c'est pas une vraie tenue de Spartiate on va dire, mais ça reste quand même une tenue de combat, c'est pas du lycra, et franchement, bel esprit. Alors là Mortos il m'a fait kiffer dès le début. Alors tout de suite j'ai vu, c'est parti pour être une bonne opposition de style et de gabarit. Et tout ça, ça a été jeté par la fenêtre quand Mortos a commencé à faire des sauts de tête et des ciseaux de tête. Là, alors ils m'ont pas déconnecté parce que suite à ça, j'ai su très rapidement aller sur Wikipédia et j'ai vérifié un doute que j'ai eu quand en voyant ça, en me disant ouais, Mortos, vu comment il bouge dans le ring, vu ce qu'il fait, c'est un Mexicain ou en tout cas il catch au Mexique. Et bien évidemment, après avoir vérifié, je vois bien Mortos est bien mexicain. Il y a eu beaucoup, enfin voilà, comme je vous le dis, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ce match. Et ce match, encore la preuve que ce business, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Alors, donc déjà par rapport à Mortos, je vous le dis, il a un gros physique, il a une grosse tenue, mais il se met à faire des saltos, pas des saltos arrière, ou même si je pense que si on l'avait laissé faire, il l'aurait fait, des sauts de tête, des ciseaux de tête, comme si c'était un poids léger. En fait, le truc, ça se voit donc qu'il est mexicain dans son style de catch et le manque de psychologie dans la façon qu'il a de catcher. Et d'ailleurs, ne serait-ce que par rapport à sa taille. Et aussi, un petit détail que j'ai eu, parce que ça m'a fait sourire, parce que je sais qu'à l'époque, ils aimaient pas trop, mais je leur ai montré, quand je les montré une photo à l'appui, ils ont commencé à dire « Ah oui, c'est vrai, t'as raison ». Il y a un certain laxisme chez pas mal de catcheurs mexicains sur la solidité et la propreté dans l'application des prises de lutte ou de soumission. Un peu comme notre ami Santos Escobar. Qu'on n'a pas vu catcher depuis pas mal de temps d'ailleurs à SmackDown. Mais bref, à un moment, Mortos, ça m'a fait délirer parce qu'ils sont en train il y a une coupure pub. Ils sont en train de revenir de pub. Et là, t'as l'arbitre, très clairement, tu vois, il dit prends une prise. Parce que sur certaines versions sur Watch Wrestling, il y a le catch pendant la pub. Et en général, je mets avance rapide. Et là, juste quand j'ai mis, pour juste regarder le produit qu'il y a à la télé, pas ce qu'il y a entre les pubs, parce que sinon les shows font 2h30. Et là en fait juste avant de revenir en pure tu vois Mortos de nulle part il prend une prise de soumission qui est vraiment naze, c'est même pas un camel clutch, on sait pas ce que c'est. Le mec il a les bras tendus et Ricochet il peut enlever sa tête tous les jours de la semaine, même le dimanche quoi. Et là j'ai vu des shades, des ombres de Santos Escobar et je me dis oui mais c'est ça en fait au Mexique les mecs ils sont là pour faire de la voltige, des saltos arrière et des sauts à l'extérieur du ring. Ils travaillent. Le pire, c'est que le problème, c'est que ce qui est dommage, la folie, c'est qu'ils sont super techniciens, mais ils s'appliquent pas à porter les prises vraiment de façon crédible comme ils le font au Japon. Le Japon, c'est les meilleurs sur les prises de soumission. En tout cas, ça l'était fin des années 90, début 2000, quand moi je regardais le Puroresu de façon très très soutenue. Mais là, donc voilà, donc Mortos, j'ai vu Mortos, j'ai Porcos. Ouais, on voyait tout de suite que il avait un bon style mexicain. Et en fait, le problème de Mortos dans ce match, c'est que contre Ricochet, c'est un big guy. Quand je dis big guy, c'est un mec plus imposant. Il lui met facile, 20 à 30 kilos dans la gueule, facile. Il n'est pas trop plus grand, mais on voit, le mec, il a un gros gabarit, quoi. C'est un gros sto, comme on dit. Mais à force de catcher comme il le fait au Mexique, ça tue toute sa vibe de big guy. Et d'ailleurs, je vous redis, je vous renvoie vers les podcasts d'Undertaker, qui l'expliquent pour comment, non seulement développer un personnage, mais comment on raconte une histoire quand on développe un personnage. Et il le dit très souvent quand il a développé son personnage d'Undertaker. Là, dans le podcast avec Kane, il parle très clairement de comment il a fallu construire le personnage de Kane. Et c'est passionnant. Ils expliquent que Kane, c'était l'alter ego maléfique, l'alter ego increvable de Undertaker. Donc forcément, il faisait toutes les prises d'Undertaker légèrement différemment, mais tout le moveset de Kane, c'était complètement pompé sur l'Undertaker. Et donc, même si le mec est capable de faire un salto arrière, il l'aurait pas fait. Parce que c'est débile, ça aurait tué toute sa vibe de big guy et de monstre. Et c'est ça en fait. Alors que je reproche, c'est pas moi oui c'est moi là aujourd'hui. Mais je répète parce que j'ai assimilé toutes les leçons que j'ai pu apprendre avec des mecs comme Dusty Rhodes,
Terry Taylor, même Triple H qui nous expliquait, c'est pas parce que vous êtes capable de faire une prise qu'il faut forcément la faire dans le match. Et c'est ça le problème, c'est que Mortos, quand il a commencé à catcher comme un poids léger, un Sin Cara ou un mec qui fait 70 kilos, mec, tu fous en l'air tout ton look de ouf et ton personnage que tu as. Alors, c'est ton choix, pas de problème frérot. Ou alors c'est comme ça tu gagnes ta vie au Mexique, il n'y a pas de problème. Mais là mec, t'as la chance d'être à la AEW et de développer quelque chose. Mec, si tu catches comme un tueur, alors à moins bien sûr que ce soit Tony Khan ou les producteurs qui t'aient dit de faire ça, mais s'ils t'ont pas dit de faire ça, mais bosse comme un tueur, bosse comme un monstre et deviens l'Undertaker de la AEW. Plutôt que d'être un Ricochet wannabe, mais qu'il n'est pas vraiment parce qu'il est heel et parce qu'il est un peu plus gros et que tu seras jamais capable dans tous les cas de faire tout ce qu'il est capable de faire Ricochet. Capter un peu la vibe du truc. Et surtout ça, c'est-à-dire ça simplifiera ton catch. Non, ça le simplifiera pas si tu n'apprends pas à bosser comme ça. D'ailleurs ça me rappelle, allez, une autre anecdote, ça c'est un truc de ouf. Comme je vous l'avais dit, justement pour le show des arènes dont j'ai parlé, avec Serena Deb, il y avait Chavo Guerrero. Et Chavo Guerrero, donc j'ai passé 2 ou 3 soirs avec lui. C'était passionnant de parler avec lui. Et on a parlé de Mil Muertes. Mil Muertes qui était... Alors je sais même plus si j'en ai déjà parlé dans les reviews, mais c'est pas grave. Si je l'ai déjà fait, bah, ça fera une répétition. Et si vous avez raté la hashtag TL Reviews où j'en ai parlé, eh ben ça vous donnera l'occasion d'entendre l'histoire. J'ai parlé de Mil Muertes avec lui. Et Mil Muertes pour moi était un catcheur top à Lucha Underground. Le mec, c'était la définition du big guy, non pas par sa taille, mais par sa façon de travailler, par excellence. Il faudrait que je prenne un match de lui et qu'on le regarde ensemble et que je vous explique ce que je veux dire par là. Mais de ça pour dire, avec Marcus, on le regardait backstage sur YouTube quand on était sur les live events NXT en Floride. Parce que j'allais dire, on se faisait presque tellement chier. Avant que le show commence, bien sûr, parce qu'après il fallait regarder le show pour pas avoir de la hit avec et se faire engueuler par les coachs ou être pointé du doigt. Mais bref. On regardait les matchs et on disait mais ce mec il a tout compris. Ne serait-ce que cette chose, alors cette petite chose, on va voir si vous captez le truc. Et je dirais juste ça. Mil Muertes, il ne vendait pas, mais il register. Alors en anglais c'était he wasn't selling, but he was registering every hit by his opponent. C'est-à-dire qu'en fait le mec il vendait pas, mais il confirmer la réception des coups de son adversaire. Voilà, c'est pas vraiment la bonne traduction, mais voilà. Et ça, c'est top. Parce qu'un big guy, un monstre, ne doit pas vendre. Mais par contre, il doit reconnaître quand même qu'il se fait frapper. En fait, c'est simple, c'est comme... j'allais dire... Jason ou Freddy ou Jason, Freddy ou Michael Myers. Le mec, il avance. Il se fait flinguer. Il se prend une rafale de mitraillette ou de gun dans la poitrine. Il va pas vendre... Ah, j'ai mal. Non. Par contre, il va s'arrêter, il va regarder... Et il va continuer à avancer. C'est ça, register. C'est reconnaître que, ok, je me suis fait frapper, mais ça m'a rien fait. C'est ça. Et Mil Muertes le faisait super bien. Et là, au final, j'ai envie de dire Mortos, bon, c'est peut-être pas vraiment son personnage, mais il n'a pas du tout fait ça. Bon, on va un peu se calmer sur Mortos, parce que sinon je vais y passer encore 10 minutes. Mais un autre exemple, alors de ce qui n'allait pas dans ce match, et là c'est plutôt du côté... Alors c'est du côté de Mortos, mais aussi du côté de Ricochet, vous allez comprendre. À un moment, il y a un Ricochet qui fait un somersault à l'extérieur du ring, donc un salto avant, il est censé atterrir assis sur les épaules de Mortos en powerbomb, et après contrer avec un flip arrière, un énième flip, comme il y en a eu au moins une dizaine dans ce match. Le truc, c'est que, bon... Il y a eu un petit déséquilibre sur le plongeon. Et Mortos, alors, il s'est pas réceptionné bien. Et Mortos, il a dû le ramasser à l'extérieur du ring rapidement pour le reprendre. Et reprendre le spot, reprendre la prise. Très, très important, mes amis. Ouh là 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 là. Ouh là, on a raté une prise qu'on voulait mettre dans le match. Il faut surtout pas qu'on la rate, hein, parce que sinon le match est pourri, hein. Ouh là là. C'est vrai que c'est de la gymnastique, hein, c'est pas du catch, hein, c'est pas censé être une bagarre. Et là, Mortos, donc, Ricochet tombe un peu au sol. Mortos le ramasse tout de suite. Et pour lui faire un powerbomb, et là, bien sûr, Ricochet contre direct. Et en fait, le problème, alors, il est multiple sur ce spot. Déjà, primo, c'est que ça pue la MERDE. En fait, en catch, une des leçons de base en catch, et attention, je plaide coupable, hein, je l'ai fait dans pas mal de mes matchs dans le passé. Et justement, c'est ce que j'ai peur de voir sur les TLRAM, analyse de match, mais c'est pas grave, on le fera quand même. Bref, tout ça pour dire, quand vous ratez un spot ou une prise en catch, ne le refaites pas direct après derrière. Parce que là, c'est crier à la foule. « Hé, regardez, on s'est loupé, mais on va le refaire juste après !» Non, ça c'est de la MERDE. Si vous êtes vraiment un bon catcheur, et là maintenant c'est ce que j'arrive à faire de façon, entre guillemets, je vais pas dire parfaite, mais presque, avec l'expérience que j'ai, faites 2-3 trucs au milieu entre les prises, comme ça il y a le doute, et fait, non mais attends, c'était censé se passer comme ça, est-ce qu'ils se sont loupés, qu'est-ce qui s'est passé? Et après vous le faites un peu plus tard dans le match. Et là, bel esprit. Mais là les gars, alors peut-être c'est Mortos qui n'a pas beaucoup d'expérience, le stress de la télé et tout, ils l'ont fait direct après, là ça crie, hey, regardez, ça s'est pas passé parfaitement comme ça devait se passer, mais c'est comme ça que ça devait se passer. Et ça c'est de la MERDE. Parce qu'en fait, en faisant ça,
tout ce que vous montrez aux fans, c'est que ton match, c'est juste une chorégraphie. Et que si tu sors pas toutes les prises que tu as prévu de faire, eh ben tu justifies pas ni ton salaire, ni ton ego, ni le fait que oh, on a quand même eu un bon match. Et ça, c'est de là, je le redis en majuscule, M-E-R-D-E. Si on est juste là pour voir un enchaînement de prises bien exécuté, autant aller voir de la gymnastique. C'est tout. Parce que le catch, c'est un art dans le ring qui propose des combats qui se résout par des tombées ou par des soumissions. Bref, ça, je pense qu'on est d'accord jusque-là. Maintenant, transposons ça au MMA. En MMA, si un mec loupe une prise ou un coup de pied, est-ce qu'il va réessayer tout le match d'essayer de le refaire? Non, il va passer à autre chose. Bref, tout ça pour dire, j'ai toujours un problème, je vous dis, surtout là, parce que là c'était flagrant, hein. C'est genre, oula, on veut faire un truc risqué, oula, ça passe pas, vite, faut quand même le faire. C'est genre comme si, je veux quand même montrer que je suis capable de le faire et de le faire bien. Ah, c'est là que je vous dis, le catch, ça devient de la chorégraphie, et voilà, et c'est pour moi, alors non seulement pour moi, c'est pas du tout un genre de catch que j'aime, parce que c'est pas du catch au final. Le catch, c'est pas de la chorégraphie, le catch, c'est du combat. Franchement, vous savez, plus on a d'expérience, plus on se rend compte que le catch, mais pareil, Taker ils en parlent, que tu vas dans le ring, non, c'est Taker et, non, c'est Hogan et Logan Paul, voilà, c'est ça, c'est une bonne interview aussi, Hogan et Logan Paul, Hogan lui disait, mec, ça sert à rien de prévoir les trucs à l'avance, va dans le ring sans la foule, écoute-les, point barre. Et je vous le dis, c'est vrai. Alors bien sûr, c'est vrai, quand on fait comme ça, on peut pas faire des triples saltos arrière à l'extérieur du ring où t'atterris sur les épaules du mec, le mec contre en ciseaux arrière retourné, t'atterris sur tes pieds pour ensuite venir vers lui, flip-flop powerbomb qui est contré, hop, t'atterris sur tes jambes, hop, face-off, et là vous faites double dropkick, hop, triple salto arrière, hop, face-off. Non, voilà, ça c'est sûr, en improvisation totale dans le ring, j'allais dire, c'est pas possible. Sauf si vous connaissez super bien le mec. Ça aussi, c'est possible. Là, si vous avez catché avec le mec pendant des années, je vous dis par exemple, moi, Fabio Ferrari, je le catch au moins 5 ou 6 fois par an depuis 2016. On peut aller dans le ring sans même se parler. Et le mieux d'ailleurs, si j'ai la vidéo du match qui rend bien, je vais peut-être la poster. On peut aller dans un match, faire un super match que la foule adore sans prendre une seule chute. C'est ce qu'on a fait l'autre fois. C'est ce qu'on a fait l'autre fois en Italie. On a pris, parce qu'en plus il s'était fait mal au cou. On a fait 2 matchs encore une fois chacun, comme pour le show de Bruno Sammartino, que vous pouvez voir sur le vlog, dans la vidéo sur le vlog pour le show en hommage à Bruno Sammartino sur la chaîne. Et donc on a fait 2 matchs ce soir-là. Et dans le premier match, Fabio s'était fait mal au cou sur un choc slam, je crois. Mauvaise chute. Et je fais no chute, pas de bump ce soir. On va pas aggraver la blessure. Et donc au final, franchement, le match était top et on a pris aucune chute. Alors après, j'allais dire, c'est pas une question de paresse, non, c'est une question d'intelligence surtout, de savoir protéger son corps, surtout vu comment on a 40 ans, ça sert à rien de prendre 10 000 shoots dans un match, au contraire, surtout si on a autant de réactions, voire plus de réactions en n'en prenant pas qu'en en prenant. On verra. Si j'ai la vidéo du match, je la posterai, comme ça vous verrez de quoi je parle. Oh oui. Tout ça pour dire, ouais, donc en fait ce match, bon, c'était un bon match. Bon, victoire de Ricochet, alors je termine. Alors ça aussi, pareil, je comprends pas. Sur un reverse DDT, le mec, c'est quoi ce finish? Yo frérot, le mec peut littéralement, et je dis bien littéralement, tout faire dans un ring. Je suis sûr que s'il s'entraîne, il est capable de sortir un nombre de rotations qu'on n'a encore jamais vu dans l'histoire du catch. Pourquoi tu me fais un reverse DDT en finish? Pourquoi tu fais un finish que même Tom LaRuffa peut faire? Tu m'expliques? Tom LaRuffa qui est actuellement, je vais pas dire que je suis pas capable. Bon, voilà, je suis pas capable de faire, allez, 3/4 de ce que fait Ricochet. Mais un quart, oui, je pense que si je reprends, je peux y arriver. D'ailleurs, vous allez voir, et c'est pour ça que moi j'ouvre ma gueule, les amis. C'est pour ça que j'ouvre ma gueule. Vous allez voir dans les analyses de match qu'à une époque, Tom LaRuffa faisait des moonsaults de la 3e corde. Il faisait des moonsaults, il atterrissait sur les pieds. Il faisait des ciseaux de tête. Il faisait des prises sans queue ni tête, et il enchaînait les prises. Juste pour montrer aux catcheurs plus expérimentés sur le jour, regardez, je catch plus que vous. Oh mon dieu, ça va être excellent ces revues de match. Franchement, waouh. Je sais pas si ça va avoir du succès. Je sais pas si ça va avoir faire beaucoup de vues, en tout cas autant de vues que les reviews ou que les TLR stories, mais je suis curieux quand même de voir ça. Parce que, je m'en fous, je vais les faire. Les matchs, ils vont faire entre 10 et 12, 15 minutes max, donc les vidéos vont pas faire super longtemps, donc je pense que ça sera le genre de truc. Je sais pas la cadence avec laquelle je vais les poster. Peut-être une ou 2 par semaine, je vais pas dire une par jour. Parce que quand même, il y en a pas mal, je vous dis, il y a au moins 60, entre 60 et 100 matchs. Ça va être énorme. Ça va franchement être énorme. Mais bref, donc voilà. Bon, franchement, ça restait un gros match quand même. Ils ont fait un gros boulot les deux. Mais dans ce match, il y a eu beaucoup de choses, j'allais dire, qui déconnent dans le business. Et c'est ça que je voulais dire, donc, en intro, que j'ai dit. C'est que ce business, c'est un marathon, c'est pas un sprint.
Le problème de Ricochet, c'est que frérot, si tu brilles toujours juste par les prises exceptionnelles que tu peux faire, ce qui est un peu l'équivalent d'un sprint, et ben tu vas vite t'essouffler parce que quand tu les auras toutes faites ou quand tu en louperas une, comme ça a été un peu le cas là avec le somersault dans un powerbomb contré, et ben en fait les fans tu vas t'exposer aux yeux des fans. Fais un marathon, construis ta carrière sur des bases solides. Alors maintenant c'est un peu trop tard parce que t'es connu pour être Ricochet, mais développe un personnage, développe des capacités au micro, développe de la personnalité, développe des choses que tu n'auras pas besoin, que ça connecte au millimètre près. Enfin, voilà, pour moi, si vous voulez faire catcheur, façon de parler, après chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais si vous voulez faire catcheur, inspirez-vous d'un The Rock ou d'un LA Knight ou d'un Stone Cold Steve Austin, ne vous inspirez pas d'un Ricochet. The Rock, LA Knight ou Steve Austin pouvaient être à la télé pendant 15-20 minutes au micro sans prendre une seule chute, ou un CM Punk. C'est ça le but. Ricochet au micro plus de 2 minutes, c'est naze. Enfin voilà, c'est mon avis les amis, c'est l'avis d'un mec qui fait ça depuis 20 ans et qui a probablement dans le business français une carrière unique, ça c'est sûr. En tout cas aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il a fait ce que j'ai fait, en tout cas de vivant. Ensuite à ça, allez, les 2 derniers segments. In-ring promo entre Tony Schiavone et Hangman Adam Page, un de mes favoris. Alors là, que dire, belle intensité d'Adam Page, comme d'hab, maintenant on est habitué, on sait qu'il est très très bon au micro, qu'il a un très bon look. Alors, ce qui m'a fait rêver, grosso modo, il dit que pendant toute sa convalescence, il supporte pas que les gens aient encouragé Swerve, Strickland et qu'il va être sur un chemin pour se venger. Et alors là, par contre, frérot, tu m'as fait rêver. Parce qu'il a commencé à s'en prendre au commentateur, à Tony Schiavone. J'ai failli le mettre sur Facebook déjà tout à l'heure, en mettant ce segment en le partageant et en mettant, mais est-ce que Adam Page a regardé la Rix avec 6 mois de retard? Parce que la Rix et les francs-tireurs, excuse-moi frérot, mais c'est un peu ce que j'ai fait avec Cody, cette petite MERDE qui osait critiquer les francs-tireurs et qui osait même m'insulter littéralement, caché derrière son bureau avec sa tronche à 2 balles et le beat qu'il a à boire des bières. Bref, tout ça pour dire, ça m'a fait délirer. Ça m'a fait délirer de me dire... Là, je pourrais vraiment faire. Oui, je pourrais vraiment postuler en tant que booker à la AEW. Et là, donc, il est sur le point de s'en prendre à notre ami Tony Schiavone, qui était pour moi une voix qui a bercé toute mon adolescence dans le catch, parce que moi, je vous le rappelle, je suis devenu vraiment fan de catch accro au catch accro. Avec la WCW. Il y a donc Tony Schiavone, Dusty Rhodes et Mike Tenay. Franchement, c'était bel esprit. Oui. Et la voix de Tony Schiavone, pour moi, ça restera toujours WCW. Mais maintenant, je commence à m'habituer à l'entendre à la AEW, All Elite Wrestling. Oui, comme c'était le cas ce matin quand je l'ai regardé, mais hier soir pour AEW Dynamite. Alors, Jeff Jarrett intervient, et là, je sens que je vais aimer cette feud, mes amis. Pourquoi? Parce que Page a l'intensité et la jeunesse. Là encore, c'est une question de mariage, et de mariage dans les feuds. Page a l'intensité et la jeunesse. Jeff Jarrett a l'expérience et le respect de la foule. Et donc, alors, ça va pas donner des matchs à la Ricochet Mortos, ça c'est sûr, mais ça va donner des matchs où, dans tous les cas, la foule va être impliquée émotionnellement, parce que on est impliqué dès qu'il y a Jeff Jarrett par rapport à sa carrière, par rapport à son parcours, par rapport à son âge, et quand on va voir Jeff Jarrett se faire défoncer par Adam Page et qui va être en sang et qui va pisser le sang, on va forcément connecter. Adam Page va vendre ça comme il faut. Alors j'espère encore une fois qu'il va pas boire son sang, ça serait bien quand même. et franchement ça va avoir de super histoires qui vont être racontées. Oh oui, il me tarde de voir comment cette feud évolue. Et en parlant de tarder de voir, le main event ne me branchait pas trop, mais c'est pas grave, on a quand même eu un très gros match. C'était un trios match entre Will Ospreay, Takeshita, j'ai oublié son prénom, et Kyle Fletcher, si je dis pas de bêtises, à 3 contre les Young Bucks et Katsushita Okada. C'est Katsushita, je crois son prénom. Bon, Okada. Franchement, main event qui nous donne ce que nous étions en droit d'attendre. De l'action, des spots à 4 ou à 6, chaque catcheur brille avec son propre style et ses propres facultés, capacités. Oh oui, franchement, en fait quand on a des catcheurs de ce calibre dans le ring, bon, on se doute que le match va être bon. Dans un match à 6, c'est dur de raconter une histoire, j'allais dire classique, donc je vais pas m'arrêter à dire oui ça n'a pas de sens, ok on a vu 500 000 super kicks de la part des Young Bucks, bon c'est un feu d'artifice, donc c'est on en prend plein la gueule. Mais alors
Alors, petit commentaire intéressant, parce que j'essaie toujours de voir ce qui se dégage du match et de rajouter ma petite note TLR, le point de vue TLR. Ça me fait délirer. Enfin, c'est intéressant, mais ça me fait délirer de voir l'évolution des physiques des poids lourds japonais avec le temps. Parce que Okada et Takeshita, on peut dire aujourd'hui, ce sont des vrais poids lourds japonais. Hein. Ils font 6'3, 6'4, 6'5, je crois. Ils font un bon 110 kg minimum. Mais ils ont un physique athlétique. Grands, bon, ils sont balèzes quand même, ils sont massifs, mais un physique athlétique. Alors que moi, à l'époque, quand je regardais le Puroresu, quand j'étais plus jeune, les mecs, ils étaient massifs, mais grassouillés. Gros sto, là aussi, la définition du gros sto. Les mecs comme Misawa, Kawada, Kobashi, Akiyama, Sasaki, Chono, il était pas si balèze que ça. Muta, le mec il était balèze. Hein. Muta, il avait un physique de ouf et surtout il catchait tellement bien. Waouh, Great Muta pour moi c'est... Ouais, je sais pas pourquoi je le mets pas souvent dans mes top 3, mais Great Muta c'était une légende le mec. Waouh, le respect total. Petite anecdote les amis, je pense pas que j'ai jamais raconté celle-là. Waouh, celle-là je la raconte qu'aux Insiders en fait, parce que c'est pas vraiment... Ah oui, c'est une anecdote. Great Muta, je l'ai rencontré qu'une fois dans sa vie. Dans sa vie et dans la mienne. Bon, il est encore vivant, encore une fois, Dieu merci. Hein. Énorme catcheur que j'ai tellement regardé quand j'étais plus jeune et je regarde encore hein, pour l'étudier. En fait, oui, ça c'est vrai que c'est un nom que je mets souvent en recherche pour mon cardio, que je vais sûrement faire tout à l'heure. Great Muta. Great Muta, je l'ai rencontré une fois dans ma vie et c'était dans les chiottes du Cow Palace à San Francisco. En 2007, on avait eu un show, un fan festival, parce que j'étais en Californie donc à ce moment-là, avec la NWA Pro, et je m'entraînais avec Rocky Romero et Carl Anderson. On avait eu un fan festival show au Cow Palace, où en fait il y avait plein de légendes qui avaient été bookées. Scott, les frères Steiner, DDP, Buff Bagwell, Great Muta, il y en avait une gigantesque ribambelle de légendes. Et alors moi j'avais une énorme chance, parce qu'à l'époque je bossais avec David Marquez, qui s'occupe de Championship from Hollywood je crois en ce moment. Et à l'époque, il gérait NWA Pro et qui a géré la NWA pendant pas mal de temps quand Adam Pearce était champion. Adam Pearce et David Marquez s'entendent très bien. Adam Pearce. Et donc, David Marquez qui m'aimait bien à l'époque parce que jeune français motivé, qui bosse dur, en 2007, donc un an dans le business, m'avait booké parce qu'il était responsable de la carte dans un match en équipe contre les mecs de la TNA. Et donc, j'avais fait équipe avec Abyss contre Shark Boy et Lance Hoyt. Quel souvenir de ouf, c'était le premier gros match, alors je peux vous dire, oui, j'étais stressé, mais le match était simple, et dans ce match-là, j'ai compris que, waouh, quand on bosse avec des stars, on fait pas des trucs compliqués de fou, par contre, tout ce qu'on fait, il faut bien le faire, hein. Les coups de poing, les positionnements, l'intensité, mais par contre, vous allez pas faire 50 000 spots, et c'était super comme expérience, parce qu'à l'époque, ça faisait littéralement moins d'un an que j'étais dans le catch, parce que mon premier match ayant eu lieu le 29 novembre 2006, ce match-là avait eu lieu en octobre 2007, donc oui, ça faisait 11 mois que j'étais, entre guillemets, officiellement catcheur après avoir eu mon premier match, quoi. Énorme. Et donc, dans ce show, moi j'étais dans le vestiaire des catcheurs indies, on était une trentaine, parce qu'en fait, il y avait un Indie Battle Royal avec 20 ou 25 gars des indies, et il y avait très peu de catcheurs indies qui étaient dans des vrais matchs, comme le mien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde me regardait en disant, mais c'est qui celui-là, français, il se prend pour qui? Je fais, oh frérot, moi on m'a juste booké là, et I'm one of the boys, bitch. Et à un moment, je vais aux toilettes, donc pour pisser, dans les stalls, dans les urinoirs, pour mecs. Et là, je me mets, et là, d'un coup, je sens une présence à côté de moi, mais genre un mec balèze, imposant. Hein. Et là, je me tourne, et je vois pas Keiji Muto, crâne rasé, petit bouc et tout. Et le mec, il est là, il pisse à côté de moi. Bon, je sais pas, j'ai juste regardé son visage, hein, je vous rassure, les amis. Mais là, et franchement, c'était waouh. Et je fais, oh, hey, hi sir. Et là, je suis parti, ça fait trop mal à l'aise de faire ça. Et je pense que j'ai même pas attendu qu'il finisse pour lui serrer la main. J'ai juste fait hey sir. Et après je me suis barré. Mais franchement, le mec, il faisait un bon 6'2 quand même. Hein. 6'2, c'est un bon 1m85, voire 90 hein, entre les deux. Hein. Donc franchement, bel esprit. Petite anecdote pour Keiji Muto. Et donc à l'époque, les catcheurs japonais étaient beaucoup plus massifs et un peu façon sumo. Là, on le voit avec Okada et Takeshita. Ils ont des physiques un peu plus athlétiques. L'évolution du business, les amis. Oh oui, c'est ce qu'il y a de beau à voir. Surtout comme moi, comme ça fait 20 ans qu'on regarde ça et qu'on aime toujours ça et qu'on partage la passion et les connaissances avec vous, mes amis, sur la chaîne. Victoire des Babyface qui permet de les build, de les construire un peu pour leur match qui arrive pour le titre par équipe à Grand Slam contre les Young Bucks et les Babyface étant Ospreay et Fletcher. Mes amis, alors, on arrive le moment de la conclusion. J'ai beaucoup aimé ce AEW Dynamite. Pourquoi? Parce que même si on sort de 2 Monday Night Raw de très très haute qualité, avec ce Dynamite,
je me rends compte que la richesse et surtout la variété qu'on peut avoir dans la différence entre les deux produits, c'est excellent pour le business. C'est excellent pour le business parce que, je vous redis un simple exemple. À la AEW, les storylines partent dans tous les sens. On a Danielson qui feud avec le BCC, mais avec aussi Nigel McGuinness, et d'un autre côté, le BCC feud aussi avec Darby Allin, tout ça part dans tous les sens. Pareil, on a Ospreay et Fletcher qui sont en équipe contre les Young Bucks, mais on sait qu'il y a aussi Ospreay qui va se préparer en singles contre Ricochet dans quelques semaines. C'est du réalisme, c'est un truc qu'on voit vraiment pas à la WWE, mais moi je dis c'est bel esprit parce que c'est différent comme produit et ça donne là encore du boulot à tout le monde, ça donne un produit différent pour les fans qui peut-être ne connectent moins avec le produit WWE et franchement ce contraste est oh oui, bel esprit, c'est des gros shows, le business se porte magnifiquement, moi, et nous pouvons être heureux parce que il en faut et il y en a pour tous les goûts. Aouh. Mes amis, oh oui, c'est parti pour, vous savez, la question de la semaine. Alors, c'est parti. Au hasard, nous prenons... Alors, je connais ce pseudo. Peter Goodtime. J'ai déjà répondu à une ou deux questions de toi. Alors, Peter Goodtime, tu me dis, salut Tom, merci pour les travaux. Les 12 travaux d'Hercule, oh oui. J'ai une question. Ça fait quoi un producteur de match chez WWE AEW? Ce sont des scénaristes scripteurs? Point d'interrogation. Merci d'avance. Alors, très bonne question parce que voilà, c'est bien aussi d'écrire ce qui se passe. Un producteur, alors, il a une fonction multiple. Tu vas comprendre. En général, un producteur, c'est même pas en général, un producteur assiste aux réunions de production. C'est-à-dire, moi je vais parler à NXT, mais c'est partout pareil, hein, que ce soit WWE, Raw ou SmackDown ou AEW, j'imagine c'est pareil. Par contre, voilà, je vais parler pour la WWE. Pas vraiment pour la AEW, étant donné que j'ai jamais mis les pieds pour l'instant dans un vestiaire AEW. Mais TNA c'était pareil au final. Non, quoique TNA, vu qu'on enregistrait une semaine de booking, de télé, non, pardon, 2 mois de télé en une semaine, en fait on arrivait déjà, tout était écrit. Il y avait peut-être des réunions le jour même, mais elles étaient très courtes. WWE, il book semaine en semaine. Alors, il book à l'avance, c'est sûr, mais il y a quand même toujours une réunion de production le jour de l'épisode télé. Cette réunion de production, oui, a lieu en général vers midi, entre midi et 2h. À 2h, Triple H, Vince, appelle ça comme tu veux, enfin, ça dépend qui gère, sort, et les producteurs aussi. Et là, les producteurs commencent à aller voir les catcheurs et disent, bon, allez, toi, ce soir, tu as un match de 8 minutes contre je sais pas, par exemple, moi, j'arrive à Full Sail. Après la réunion de production, il y avait un producteur qui était un coach en général. À NXT, les producteurs, c'est des coachs. Mais sur la route, c'est que des producteurs. Vu qu'il n'y a pas d'entraînement sur la route, les producteurs, en ce moment, à la WWE, c'est Sean Devari, Jason Angle, pas Jordan, Bobby Roode, Pete Williams, Molly Holly, Hurricane Helms, Triple H aussi bien sûr. Qui on a d'autres? On a Kenny Dijkstra, j'ai vu là récemment. Jamie Noble de temps en temps. Voilà, tu vois, c'est ces gars-là. Donc eux, ils sortent de la réunion de production et ils vont voir le catcheur. Ils disent, bon, ce soir j'ai ton match. Ce soir tu affrontes, je sais pas, par exemple, LA Knight. Vous avez eu 12 minutes de segment. Ok, d'accord. 12 minutes de segment. Est-ce qu'on a une promo ou quoi? Ouais, LA Knight il a une promo avant le match. De 2 minutes. Ok, d'accord. Donc avec les entrées, tu calcules. En fait, les mecs, ils t'aident à calculer tout. En fait, il fait, bon, vous allez avoir, toi, 1 minute d'entrée pour LA Knight, 2 minutes de promo, donc déjà 4 minutes qui partent. Et donc, sur les 12 minutes, vous allez avoir 6 minutes de match. Parce qu'après les 6 minutes de match, il nous faut au moins 1 minute pour la promo d'après-match et 1 minute pour les replays et la célébration. Donc, tu vois, c'est que ça. En fait, un producteur, déjà, il sert à ça. Il sert à t'aider à comprendre ton segment, comprendre ton temps. Ensuite, lui, il est aussi au courant de la storyline. C'est-à-dire de la storyline dans laquelle s'incruste ton segment télé. Donc, il va te dire, bon, voilà où on en est, voilà où on veut aller avec ce segment. Et donc, c'est à toi de le jouer comme il faut après. Pareil, une fois que tu montes le match, alors soit tu le montes avec le producteur, soit tu le montes seul et après tu vas l'expliquer au producteur si tu sais ce que tu fais ou si tu as construit de la confiance au niveau de l'office et des producteurs qui disent, ouais, c'est bon, t'inquiète pas, Tom, il va gérer avec Kevin Owens, ils vont gérer leur match. Dis-nous juste les gros moments du match pour qu'on puisse prévenir les caméramans et qu'on sache à quoi s'attendre à la télé pour qu'on dise aux caméramans, fais gaffe mec, là, il va y avoir un plongeur à l'extérieur du ring et on arrive à la coupure pub. Voilà, tu vois le truc. Enfin, voilà, donc, c'est pas vraiment des scénaristes ou des scripteurs, il y a vraiment les scénaristes et les producteurs. Les agents, en fait, c'est ceux qui vont aider les catcheurs donc à mettre en place et mettre en jeu et faire leur segment de façon optimale et surtout être en relation avec les arbitres et les caméramans et tout le monde backstage. Et à l'époque de Vince, alors je ne pensais pas que c'était toujours le cas avec Triple H, à l'époque de Vince, c'était aussi, je pense que ça serait la dernière fois de la hashtag TL Reviews où je bois, parce qu'on approche sur la fin, et la fin de ma réponse à ta question, Peter Goodtime. À l'époque de Vince aussi,
ils avaient instauré les rôles des agents et des producteurs du match pour que Vince ait quelqu'un, bon, je ne vais pas dire à virer, mais quelqu'un sur qui gueuler si quelque chose se passait mal dans le match. Parce que le problème, c'est que le catch, ça reste du catch. Les catcheurs, ils peuvent pas contrôler 100% de ce qu'ils font dans le match. Par contre, si tu mets un mec en charge de leur match et que tu lui dis je veux que ça se passe comme ça et que ça se passe mal, là tu peux aller voir le mec, tu peux lui dire oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Et c'est là aussi que tu voyais, c'est Lance qui nous disait ça, Lance et beaucoup de gars d'ailleurs aussi sur la route, c'est là que tu vois les mecs réglo ou pas. Tu vas avoir des producteurs qui vont te dire ah mais c'est pas moi, c'est la faute des catcheurs. Et c'est des faux jetons. C'est des stooges, comme on dit en anglais. C'est des mecs qui vont te jeter sous le bus parce qu'ils veulent pas prendre la responsabilité de leur erreur. Et par exemple, Lance disait, un mec comme Fit Finlay, je l'ai toujours vu dire, c'est bon, c'est moi qui ai merdé, et ben écoutez, ça se reproduira plus patron. Et là c'est bon, ça passe. Donc voilà. Amigo, j'espère avoir répondu à ta question, mais ça, mes amis, nous le verrons très profondément et en détail dans la hashtag TLR Stories 2, où j'analyserai le match de TakeOver. En prévision de ça, comme je l'ai déjà dit, on va lancer les TLR AM analyse de match, où je vais analyser tous mes anciens matchs sur lesquels je peux mettre mes mains, et on commencera par les matchs de l'époque WS, où je suis resté 4 ans, de 2008 à 2012, et où je catchais 2 à 3 fois par semaine. Et là, ça va être un truc de ouf, parce qu'on va voir toute l'évolution, aussi bien dans mes tenues, dans mon physique, dans mon moveset, il en fallait bien. Oh oui, 5 ou 6e de toutes les TLR reviews. Et franchement, je pense sincèrement que vous allez vous taper des barres avec moi. Parce que l'idée, alors je vous explique l'idée, voilà, comme ça au moins tout le monde le sait. Je ne saurais pas quel match ça sera à l'avance. Parce que pour ceux qui ont regardé mes stories Instagram et qui l'ont vu, la plupart des fichiers, c'est juste mode.001, 002, 003. C'est juste le nom du fichier vidéo dans la caméra que je mettais tel quel sur le disque dur. Et donc en fait, je sais pas les matchs, c'est quoi. Alors en fait, quand on va les ouvrir, je vais découvrir. Alors j'aurai peut-être la date du fichier, donc ça me permettra de situer dans le temps quand le match se passait. Mais la plupart du temps, ça va être sans filet. Et je vais découvrir avec vous quel match ça sera. Et ça va être un truc de ouf, parce que je vous promets, je les laisserai. Même s'il y a des loupés, même s'il y a des blessures, parce que dans certains matchs, je m'étais blessé, je suis sûr, et ça, là, je vous l'annonce, le jour où on verra le match où je me suis déclenché ma sciatique, en mai 2009, ça, il va me faire mal de revoir ce match, parce que, en plus, c'est sur rien du tout que je me suis fait la sciatique, mais la sciatique, je l'ai traîné 4 ans. Même des fois, elle ressort, mais c'est rare, mais j'ai traîné 4 ans la sciatique, de 2009 jusqu'à 2012, jusqu'à ce que j'arrive à la WWE. D'ailleurs, je pense que la sciatique est une des raisons pour laquelle je me suis déchiré les croisés lors de mon premier jour à NXT. Mais, mes amis, tout ça, nous verrons ça dans les hashtags TLRAM, analyse de match. Nous verrons aussi cela dans les hashtags TLR Stories. Mes amis, c'était une hashtag TLR Reviews. J'espère que vous avez kiffé. Lâchez des commentaires. Abonnez-vous, partagez la chaîne et répandez la bonne parole. Oh oui, Tom Laruffa, toujours à fond. Nous verrons maintenant, alors demain, vidéo, des commentaires avec French Wrestling Beast, Tom Laruffa pour ICWA Révolution 14, disponible sur le TPW Premium. Samedi, très sûrement, il y aura la review de SmackDown et qui vivra verra. Nous verrons ce que la vie nous réserve, nous verrons ce que Tom Laruffa vous réserve pour les réseaux sociaux que vous pouvez suivre en bas. Oh oui. TLR Reviews disponible sur YouTube et sur Spotify. Oh oui. Aou.